Ravi de vous retrouver sur ce plateau d'information. Fidèles téléspectateurs de Chérif la télévision, bonsoir et bienvenue. Cérémonie d'inauguration de 3 salles de classe du complexe scolaire d'Onisso de Wenzebourou, commune du Mandé, ce mardi 24 février 2026, en présence des populations riveraines, des partenaires ainsi que les responsables scolaires. Cette œuvre, qui a coûté 28 millions de francs CFA au bailleur, est gracieusement financée par l'ONG Al-Farouk à travers son partenaire. Le reportage de Sadio Sidibé et Draman Mali. Le complexe scolaire franco-arabe d'Onisso et Wenzebourou fait preuve grâce à l'appui financier de l'ONG Al-Farouk à travers son partenaire turc, la fondation Yahya. Cette démarche a permis de construire 3 salles de classe supplémentaires au profit des enfants de cette localité. Le promoteur du complexe, très enthousiasmé, a salué les partenaires pour cet appui inconditionnel. Je suis très content. Je tiens tout d'abord à remercier les invités, tous ceux qui ont répondu à notre appel. Je tiens à remercier tout le monde. Et après, moi, je suis le promoteur du complexe scolaire franco-arabe d'Onisso. Alhamdulillah, c'est un rêve. Alhamdulillah, Dieu a réalisé aujourd'hui. J'ai créé cette école depuis 2017. Alhamdulillah, nous sommes à 9 ans de cette année. Alhamdulillah. Je peux dire que mon objectif a déjà atteint. Cet appui financier est évalué à hauteur de 28 millions de francs CFA, financé gracieusement par la fondation Yahya en collaboration avec l'ONG Al-Farouk. Cet appui précède à d'autres qui se sont réalisés sur fonds propres. Nous sommes là aujourd'hui à Wenzebourou pour l'inauguration de 3 salles de classe avec un bureau, avec forage et des toilettes pour les enfants. Nous sommes là aujourd'hui au nom de EHA, la fondation EHA de la Turquie. Ils ont déplacé pour venir ici, pour assister à l'inauguration de notre projet. On travaille ensemble, ça fait plusieurs années. On évolue dans le domaine social et de la santé et de l'éducation aussi. Ce projet est estimé à 28 millions de francs CFA. Donc, comme je vous avais dit, comme il y a 3 classes avec des bureaux et avec les toilettes et les forages. On a fait beaucoup de pains de Ramadan, presque 400 pains de Ramadan. Et on a fait des iftars aussi, c'est à peu près 1000 iftars. Donc on est ensemble, ça fait beaucoup de temps et on est satisfait aussi de leur projet et de leur travail. Parce que leur travail, ça ne consiste pas seulement de donner des vivres et des condiments seulement. Non. Ils ont des projets qui peuvent nous aider à être autonomes financièrement, comme des boutiques, comme des livraisons de katakatani et d'autres trucs comme ça. Le complexe scolaire franco-arabe d'Onisso de Wenzebourou est élargi jusqu'au second cycle, y compris le jardin d'enfants. Le promoteur dira que cette école est implantée depuis 2017. Elle est le fruit d'un effort personnel avant l'appui des personnes étrangères. Dans son intervention, il a également évoqué les difficultés rencontrées au début de son projet. On avait beaucoup de problèmes de classe, problèmes de, d'eau et tout ça là. Alhamdulillah, à travers IHA et l'ONG Al-Farouk, on a pu avoir, des 3 classes, comme vous le voyez tout de suite là, plus de châteaux d'eau et des toilettes aussi. Alhamdulillah. Cette école a été créée depuis 2017. Alhamdulillah, depuis 2017, on a commencé par le jardin d'enfants et le premier cycle. Jardin d'enfants et la première année, on a commencé par ça. Aujourd'hui, alhamdulillah, on est en 9e année. J'ai un appel à tout le monde, surtout la population du Wenzebourou et le ministère et tout le monde. Cette bâtisse est composée de 3 salles de classe, un château d'eau et des toilettes, offertes gracieusement par la fondation turque Yahya en collaboration avec son partenaire, l'ONG Al-Farouk. La cérémonie a pris fin par la coupure du ruban symbolique, suivie de la visite guidée des salles de classe. Le collectif pour la défense des militaires CDM à travers son parrain El Hadja Falassouma Keïta
a initié une cérémonie de don aux militaires blessés de guerre. La cérémonie officielle de remise des kits alimentaires a eu lieu ce mercredi 25 février 2026 à Kati, en présence de plusieurs personnalités. Les points avec Fatoumata Kane et Samba Traoré. 4 tonnes de riz, 30 bidons d'huile et 4 tonnes de sucre sont entre autres les dons destinés aux militaires blessés lors de la défense de la chère patrie, le Mali. L'initiative est du collectif pour la défense des militaires dans son programme Sunkalo Deme. Aujourd'hui, nous ne sommes pas venus les mains pleines seulement. Nous sommes venus le cœur plein de respect, plein de reconnaissance, plein de fidélité. Dans le cadre de Sunkalo Deme, El Hajj Fassalouma Keïta dit Bemba National, à travers le collectif pour la défense des militaires SEDEM, remet aux blessés de guerre ici présents 4 tonnes de riz, 4 tonnes de sucre et 30 bidons d'huile. Mais au-delà des chiffres, il y a un message clair, un message fort, un message national. Car nous sommes 23 millions de femmes, 23 millions debout, 23 millions solidaires, 23 millions reconnaissants. Quand un soldat tombe, c'est le Mali qui saigne. Quand un soldat est blessé, c'est le Mali qui souffre. Quand un soldat relève, c'est le Mali qui se relève. Allah nous enseigne que le don sincère est un prêt consenti à lui et qu'il le multiplie sans limite. Aider les militaires à surmonter cette épreuve et compatir aux douleurs de ces derniers est à saluer selon le porte-parole des bénéficiaires. À ce mois de béni de Ramadan, pour ces grands gestes envers nous, les blessés de guerre, on remercie le bon Dieu et les donateurs CDM envers nous ce matin. On remercie le bon Dieu pour que ces dons continuent toujours envers nous. L'événement a vu la présence massive des femmes du camp militaire, du directeur adjoint du service social des armées qui ont tous apprécié cet acte patriotique, significatif et solidaire. Quant au généraux donateur, il a tenu à réaffirmer son engagement à soutenir les femmes avant d'inviter l'ensemble du peuple malien à accompagner les militaires dans leur quotidien. Auparavant, c'est l'exécution de l'hymne national du Mali, suivie de l'observation d'une minute de silence en la mémoire des militaires tombés sur les champs d'honneur qui avaient donné le ton de cette cérémonie, sanctionnée par la remise symbolique des kits d'une lettre de remerciement de la part du service social des armées au collectif pour la défense des militaires pour sa détermination en faveur des militaires ainsi que des photos de famille. L'hôtel de l'amitié de Bamako a abrité la cérémonie de clôture de l'atelier national de clôture du projet Dambé financé par AMC. Les travaux de clôture se sont déroulés ce mercredi 26 février 2026. Les reportages de Abdul Karim Sakor et Abdoulaye Diara. Cette cérémonie de clôture se veut un cadre de partage entre les partenaires des réalisations et acquis apportés par le projet Dambé auprès des bénéficiaires. Financé à hauteur de 12 millions de dollars par Affaires mondiales Canada sur 4 ans, le projet Dambé, communauté engagée pour renforcer l'honneur et la dignité des Maliennes, vise à accroître l'usage des services de santé et droits sexuels et reproductifs par les adolescentes et les femmes en vue d'améliorer l'autonomisation des bénéficiaires. Selon le porte-parole du consortium Dambé, grâce au projet Dambé, 3 sur 5 femmes bénéficient des services de santé adaptés dans les localités concernées. Au lancement du projet, en 2022, seule une femme ou adolescente sur 5 avait recours aux services de santé de la reproduction. Aujourd'hui, près de 3 ans, près de 3 sur 5 y accèdent. Derrière cette progression significative se trouvent des réalités concrètes. Des vies protégées,
des grossesses mieux suivies, des décisions éclairées, une autonomie renforcée. De même, des avancées majeures ont été enregistrées dans la lutte contre les violences basées sur le genre, alors qu'en 2022, une femme ou adolescente sur 4 déclarait subir des violences. Ce ratio est désormais passé à 1 sur 12. Ces chiffres traduisent une amélioration tangible des environnements de vie, devenus plus sûrs, plus respectueux et plus promoteurs. Ces progrès ne sont pas le fruit du hasard. Ils témoignent d'une transformation progressive des comportements, des normes sociales, de l'accès aux services. Ils illustrent également le courage remarquable de femmes et des adolescentes qui ont osé s'informer, revendiquer leurs droits et demander appui et protection. Le projet Dambé a impliqué plusieurs acteurs, dont les ministères de la Santé et du Développement social et celui de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Tous reconnaissent l'utilité du projet qui se clôt ainsi, tout en invitant à la pérennisation des acquis pour le bien-être des femmes et des adolescentes. Ce projet s'inscrit dans le programme de développement sanitaire et social, PRODES, un des programmes majeurs du cadre stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté. Tout en contribuant à l'amélioration des services de santé sexuelle et de la reproduction et de ses droits connexes et à la réduction des violences basées sur le genre, Dambé implique le recours affirmé à une approche transformatrice qui favorisera des changements de comportement durables pour lever les barrières et accroître l'égalité de genre dans le domaine de la santé. Cette initiative repose sur 3 piliers que sont le renforcement des services SRD-VPG offerts par les centres de santé et les programmes d'autopromotion féminine en vue de les adapter aux besoins des adolescentes jeunes et des femmes. Il est à noter que le projet Dambé, communauté engagée pour renforcer l'honneur et la dignité des Maliennes, a été mis en œuvre dans les régions de Ségou, San, Bougouni et Koutiala. Il a été financé par Affaires mondiales Canada à plus de 4 milliards de francs CFA. Place à présent à l'actualité hors de nos frontières commentée par Al-Hamidou Badimi. Dans un communiqué publié le 24 février, l'état-major général des armées guinéennes informe qu'il a procédé à l'interpellation de 16 militaires sierra-léonais dans un groupe de soldats ayant violé son territoire. Le texte indique que c'est le 22 février 2026 que l'armée a été informée que quelques dizaines de militaires sierra-léonais armés ont pénétré sans autorisation sur le territoire guinéen dans le district de Koudaya, sous-préfecture de Sania, préfecture de Sarana. Dans son message, le chef d'état-major général des armées guinéennes, le général Ibrahim Assori Bangoura, précise que la localité où les faits ont eu lieu est située à 1,4 km de la ligne frontalière entre les deux pays. Les militaires interpellés ainsi que les objets saisis ont été mis à la disposition de la police judiciaire à des fins d'enquête, précise le général Bangoura. Peu de temps avant le communiqué de l'armée guinéenne, le gouvernement sierra-léonais a expliqué que l'incident s'est déroulé sur son territoire dans la ville frontalière de Kaliéré, district de Falaba, dans le nord-est du pays, à environ 360 km de Freetown, la capitale. Les autorités sierra-léonaises ont indiqué que c'est l'armée guinéenne qui a pénétré sur son territoire pour arrêter des éléments d'une équipe mixte de militaires et policiers qui travaillaient à la construction d'un poste frontière et un centre d'hébergement. Le gouvernement sénégalais envisage un changement majeur pour la sécurité de l'UCAD. Devant l'Assemblée nationale, le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé l'étude d'un projet d'implantation d'un commissariat au sein du campus social. Cette initiative intervient après une série de tensions et d'incidents violents ayant secoué l'université.
Lors d'une séance de questions-réponses à l'Assemblée nationale ce mardi, le Premier ministre Ousmane Sonko a levé le voile sur ses intentions de stabiliser l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Cette mesure, qui rompt avec une certaine tradition d'autonomie de l'espace universitaire, est justifiée par le Premier ministre par le fait que ce lieu est désormais devenu un quartier comme tous les autres quartiers de la capitale sénégalaise. Nouvelle escalade dans le conflit qui ravage l'Est de la République démocratique du Congo. Willy Ngoma, porte-parole militaire de l'AFC M23, a été tué près de Rubaya, au cœur d'une zone stratégique riche en coltan. Le responsable rebelle aurait été visé par une frappe de drone alors que les combats entre le M23 et les forces armées de la République démocratique du Congo s'intensifient. Plusieurs membres de l'AFC M23 auraient également été touchés. La zone de Rubaya, stratégique pour ses gisements de coltan, minerais nécessaires à la fabrication des composants électroniques, est régulièrement disputée entre les rebelles et les forces armées de la République démocratique du Congo. Le Royaume-Uni et la France se préparent à fournir à l'Ukraine des ogives nucléaires afin de renforcer son levier pour imposer des conditions plus favorables à la fin du conflit, selon le service russe de renseignement extérieur. Ils œuvreraient pour impliquer plus directement les États-Unis dans la situation. Après tout, les arsenaux nucléaires de ces deux pays fonctionnent sur la supervision des États-Unis, déclare à Sputnik l'analyste militaire Alexei Leonkov. Une option envisagée est l'ogive thermonucléaire compacte française TN-75, conçue pour un missile balistique lancé par sous-marin. La TN-75 a une puissance de 100 kilotonnes, 5 fois celle de la bombe larguée sur Hiroshima, souligne l'expert, ajoutant que les missiles de croisière ukrainiens Flamingo développés par le Royaume-Uni pourraient potentiellement transporter une ogive nucléaire. Téhéran a fait ses propositions aux États-Unis et s'opposera si Washington poursuit d'autres objectifs, selon un expert. Alors que les discussions doivent reprendre entre l'Iran et les États-Unis le 26 février à Genève, contacté par Sputnik, le président de l'Association des directeurs de la recherche revient sur les détails d'une proposition iranienne. D'après Emad Abshenas, cette proposition repose sur le maintien des activités d'enrichissement d'uranium, mais avec une réduction du niveau et du volume en échange de la levée des sanctions américaines. Par ailleurs, le projet iranien prévoit la création d'un consortium international chargé de surveiller le processus d'enrichissement en Iran sous la supervision de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Les États-Unis viennent de recevoir 80 millions de barils de pétrole du Venezuela destinés à la vente sur le marché mondial, a annoncé le président américain Donald Trump lors de son discours annuel sur l'état de l'Union devant la Chambre des représentants et le Sénat mardi soir. La production pétrolière américaine a augmenté de plus de 600 000 barils par jour et nous venons de recevoir de notre nouvel ami et partenaire, le Venezuela, plus de 80 millions de barils de pétrole, a-t-il déclaré. La semaine dernière, lors d'un discours prononcé dans une aciérie en Géorgie, Trump a annoncé que les États-Unis avaient reçu 50 millions de barils de pétrole du Venezuela. Il a ensuite indiqué que ce volume serait livré à Houston, au Texas. Trump avait précédemment déclaré que les États-Unis prendraient le contrôle de l'administration provisoire du Venezuela. Le 6 janvier, le président américain a annoncé que les autorités vénézuéliennes avaient accepté de transférer entre 30 et 50 millions de barils de pétrole aux États-Unis en vue de leur vente
et qu'il contrôlerait le produit de cette transaction. Il a insisté sur le fait que le Venezuela n'achèterait que des produits américains avec les recettes de cette vente pétrolière. Fin de cette édition d'information que j'ai eu l'immense plaisir de vous présenter. Bonne suite de nos programmes sur Chérif la télévision. Bonne soirée.